Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et je ne sais pas si vous avez fait comme moi hier, mais j'ai mis la chaîne L'équipe. Excellente chaîne de sport. Puis ça fait du bien d'avoir du sport gratuitement. Et donc hier, j'ai regardé les championnats du monde de biathlon. Alors peut-être que toi tu n'as pas compris que c'était les championnats du monde de biathlon parce que tu n'es pas doué en sport. Et dans ce cas-là, cette vidéo va t'aider. Peut-être également que tu penses qu'il n'y a que le foot qui existe dans la vie. Parce que tu es un footeux somme toute assez classique. Ou peut-être, petit 2, que ton compagnon ou ta compagne adore le sport et adore mettre la chaîne équipe, mais que toi tu ne sais pas du tout ce qu'est le sport. Et donc tu veux en connaître davantage pour avoir des sujets de conversation avec ton cher et tendre ou ta chère et tendre. Dans ce cas-là, je vais t'aider. Petit 3, tu es tombé par hasard sur la chaîne équipe. En fait, au départ, tu voulais mettre TFX pour regarder la Villa des Cœurs Brisés ou une autre télé-réalité de ce genre, pardon. Pas de chance, ton doigt a ripé en mettant la 11, en fait ton doigt a ripé sur le 2 sur la télécommande et tu as mis la 21. Alors, dans ce cas-là, tu peux regarder cette vidéo pour savoir ce qu'est le biathlon, mais je pense que tu préfères savoir si Brian est avec Johanna ou si il a couché avec Audrey. Dans ce cas-là, je ne peux pas vraiment t'aider, cette vidéo ne t'aidera pas vraiment à en savoir davantage sur cette sombre histoire. Mais si tu veux savoir, jeune padawan, ce qu'est le biathlon, regarde cette vidéo. Alors, le biathlon, c'est très simple, c'est du ski de fond et du tir. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Non, on va en parler un peu mieux du biathlon. Alors déjà, c'est une discipline qui est inventée après la Seconde Guerre mondiale. Elle est reconnue par le Comité international olympique, le CIO, en 1954, et c'est un sport olympique aux Jeux de Squaw Valley en 1960. Alors, l'ancêtre du biathlon, c'est la patrouille militaire, qui était un sport de démonstration en 1924 lors des premiers Jeux olympiques à Chamonix, mais également en 1948, en 1928 et en 1936. Oui, alors les Jeux olympiques d'été de 1936 sont restés dans les mémoires à Berlin, beaucoup moins la répétition générale de 1936 lors des Jeux d'hiver qui s'est déroulée à Garmisch-Partenkirchen. Et oui, parce que les Jeux d'hiver, ils avaient lieu également en Allemagne nazie. Mais personne s'en souvient, et il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de nations également avaient fait le salut nazi lors de la cérémonie d'ouverture. L'épreuve de la patrouille militaire était surtout destinée aux militaires, à mettre en avant les soldats de chaque nation. C'est pour ça qu'en 1936, l'Allemagne s'est dit la patrouille militaire, ça peut être intéressant pour prouver que la race aryenne et que nos soldats sont bien meilleurs que les soldats adverses et qui vont vous écrabouiller au début de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que ce qui est très drôle, c'est que les Jeux de 1936 n'ont failli jamais avoir lieu. En fait, il faut savoir qu'ils ont été attribués en 1931. À l'époque, le petit Adolphe, il n'était pas président ni chancelier de l'Allemagne. À l'époque, il était un petit peu dans une légère traversée du désert. En 1933, il arrive au pouvoir. Et au départ, les Jeux Olympiques, l'amour et la paix dans le monde, le plus important c'est de participer, c'est pas trop son idéologie. Mais dans son équipe, il a un certain Goebbels. Goebbels qui est le ministre de la propagande. Et qui se dit, tiens, les Jeux Olympiques, ça peut être intéressant pour mettre en avant la force sportive de notre pays, mais surtout pour communiquer et faire passer la propagande nazie au plus grand monde. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit que faire les Jeux Olympiques de 1936, d'hiver et d'été, ça pouvait être intéressant. La patrouille militaire était une discipline qui mettait en avant donc les militaires allemands pour montrer qu'ils pouvaient écraser n'importe quel pays. Alors pas de chance pour eux parce que c'est les Italiens qui se sont imposés en 1936. Ils ont gagné devant les Finlandais et les Suédois. Pourquoi les Finlandais et les Suédois sont sur le podium de cette épreuve en 1936 ? Eh bien c'est grâce à leur culture. Oui, il faut savoir que les Vikings se battaient sur des skis. Et ils se battaient régulièrement en fait sur des skis car les Vikings danois voulaient souvent envahir les autres pays un peu plus au nord. Autant dire que ça n'a pas vraiment marché parce que vu la taille du Danemark par rapport à la Finlande et la Suède,
l'expansion danoise n'a pas dû être excellente. Comment se déroule une épreuve? Eh bien, il faut savoir qu'on démarre en ski. Alors en ski de fond, mais pas avec n'importe quelle technique. La technique, dite du skating. Pas de patineur, pas alternatif. Ce sont également ses autres noms. Il faut savoir qu'en ski de fond, il y a deux techniques. La technique dite du skating et la technique dite classique. Pourquoi on n'utilise pas la technique classique en ski de fond? Parce qu'elle sollicite beaucoup trop le haut du corps. Et comme on a la carabine dans le dos, c'est pas simple. Alors la technique classique, c'est cette technique où les skis sont parallèles et qu'ils avancent de cette manière. La technique dite du skating, eh bien, le skieur a les skis un petit peu les pointes sur l'extérieur, et il avance comme ça, en appuyant un pas à l'autre. Oui, je sais que c'est pas vraiment la meilleure technique pour représenter le skating ou le style classique, mais j'ai pas envie de me faire striker par YouTube. Alors, on démarre avec la carabine dans le dos. La carabine non chargée. Ça permet d'éviter les accidents s'il y a une chute lors du premier tour. Ça serait con de tuer 2 ou 3 personnes dans la forêt environnante. La technique la plus utilisée, donc la technique du skating, on part avec la carabine donc non chargée. Je fais un petit résumé de ce que j'ai dit depuis le début de cette partie. Et ensuite, l'objectif est d'aller vers le pas de tir. Dans chaque épreuve de biathlon, on passe plusieurs fois par le pas de tir. 2 à 4, selon les épreuves. Pour tirer, on utilise une carabine 22 long rifle. C'est une arme de qualité. Je ne suis pas un spécialiste des armes. Il faut demander à Donald Trump. Je pense qu'il est un peu meilleur que moi. Le pas de tir, très simple, composé de 30 emplacements différents. Sur certaines épreuves, on utilise ces 30 emplacements en même temps. Le pas de tir est situé à 50 mètres de la cible. 5 cibles qui ont une taille comprise entre 4,5 cm pour l'épreuve pour les tirs couchés, 11,5 pour les tirs debout. Oui, parce qu'en fait en biathlon, on tire de deux manières différentes. Le tir couché, c'est très simple, c'est la photo que vous voyez à côté de moi. On est complètement couché sur le tapis de tir. Et la cible est plus petite, pourquoi? Parce que le tir est plus facile. Vous voyez, on n'utilise que le petit disque intérieur de la cible. Le tir debout, la cible est plus grande parce que les appuis sont moins importants. La carabine a donc plus de facilité pour bouger et donc mettre le tir à côté. Si vous ratez des cibles, ça peut arriver, on n'est pas des robots. Dans ce cas-là, on peut soit avoir un tour sur un anneau de pénalité qui fait environ 150 mètres. Ça rallonge légèrement la course, c'est environ 25 secondes. Il faut donc mieux pas rater les 4 cibles, ou 5 cibles, parce que là c'est quand même 1 km en plus, ça fait un petit peu long. Et puis, des fois on a 1 minute de pénalité à chaque tir raté. Et puis des fois on a l'avantage d'avoir des balles de pioche, là c'est lors des relais, mais j'y reviendrai plus tard. Après avoir réalisé 2 à 4 tirs selon les épreuves, eh bien c'est l'heure de l'arrivée. Après avoir fait une dizaine ou quinzaine de kilomètres selon les épreuves. Et dans ce cas-là, l'objectif est de soit faire le meilleur temps, comme un contre-la-montre, soit d'arriver le premier. En cas de photo finish, ça peut arriver qu'on ait des concurrents qui soient aussi performants l'un que l'autre. Ce n'est pas le bout du ski qui compte. Beaucoup font cette erreur. C'est la fixation qui compte sur la photo finish. Il faut donc mettre sa fixation en première position. Pour ça que vous voyez souvent beaucoup de coureurs s'écrouler sur la ligne d'arrivée en mettant leur ski le plus loin possible sur la ligne. Ben oui, parce que c'est la fixation qui compte, c'est pas la pointe. Alors maintenant, je vais te parler des différentes épreuves qui ont lieu lors des championnats du monde cette année du côté d'Östersund en Suède. C'est sympa la Suède, mais au mois de mars il fait quand même un petit peu frais. C'est donc intéressant pour faire du biathlon parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part écouter du ABBA. Et je vais même te donner le jour où elle se déroule. Comme ça permet de prévoir un petit planning, tu vois. Tu as une dissertation de français, tu te dis pop,
Là, tu vois, je peux voir le replay de l'épreuve du relais, voir si Martin Fourcade a fait une belle performance. Oui, parce que pour ceux qui se demandent, Martin Fourcade fait du biathlon, hein. Il ne fait pas des claquettes. Si tu penses que Martin Fourcade fait des claquettes, il faut vraiment que tu regardes la suite de cette vidéo, parce que ça veut dire que tu as un vrai nulot sans sport. La première épreuve, c'est l'individuel. Ça a été créé en 1958, lors des premiers championnats du monde. C'est la discipline historique du biathlon. C'est un contre-la-montre. Les concurrents démarrent les uns après les autres avec un écart similaire. L'objectif est donc de réaliser le meilleur chrono à l'arrivée. Parcours 15 km pour les filles, 20 km pour les garçons. C'est l'épreuve la plus longue au biathlon. 4 passages sur le pas de tir. 2 premiers tirs couchés et ensuite on enchaîne avec 2 tirs debout. La pénalité, c'est 1 minute rajoutée au temps final. Autant te dire que si tu fais 5 fautes sur les 20 tirs, eh bien, au lieu de faire 45 minutes, tu en fais 50. Tu regrettes donc d'avoir fait un 15 sur 20. Il n'y a qu'en biathlon où on regrette d'avoir un 15 sur 20. Si tu as cette note lors du bac de français, tu es plutôt satisfait. L'épreuve se déroulera donc mardi prochain, le 12 mars, pour les filles, à partir de 15h30 sur la chaîne L'équipe. Là, je fais un petit peu de promotion pour cette chaîne. Et puis le lendemain, les garçons, donc le 13 mars, le mercredi 13 mars, à 16h10. L'heure de départ, ça sera de nuit, du côté de Östersund. On passe à la deuxième épreuve, la plus vieille, c'est le sprint. Ça a été créé en 1974. 1974, l'année de la mort de Pompidou. Victoire à l'élection présidentielle de Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Oui, cette vidéo te permet également de réviser le bac d'histoire et la 5e République. Ça peut tomber, fais attention, ne fais pas d'impasse. Alors c'est comme l'individuel, c'est un contre-la-montre. Parcours 7,5 km pour les filles, 10 km pour les garçons. Oui, les garçons font toujours plus de kilomètres que les filles. En biathlon, on n'a pas encore l'égalité des sexes. 2 passages sur le pas de tir. Oui, c'est une moitié d'individuel, un petit peu. La différence, c'est que là, on ne rajoute pas 1 minute à chaque cible ratée. On fait des tours de pénalité sur la note pénalité, 150 mètres, à peu près 25 secondes. Tout dépend des pistes lors de la saison de Coupe du Monde. Le meilleur temps est le vainqueur. C'est la seule épreuve où Martin Fourcade n'est pas médaillé olympique. Alors l'épreuve pour les filles, c'est vendredi à partir de 16h15. Pour les garçons, c'est samedi à partir de 16h30, toujours sur la chaîne L'équipe. Et on passe à la poursuite qui est arrivée au championnat du monde en 1997. Alors, c'est l'épreuve la plus spectaculaire, la poursuite. Pourquoi ? On démarre avec les écarts du classement du sprint. C'est-à-dire que si le vainqueur du sprint a gagné avec 30 secondes d'avance, eh bien son dauphin, lors de l'épreuve du sprint, partira en 2e position lors de la poursuite avec 30 secondes de retard sur le premier. Autant dire que si tu te plantes sur le sprint, tu as de grandes chances de te planter également sur la poursuite. Or, cette règle ne s'applique pas toujours. Martin Fourcade a déjà été champion olympique de poursuite. Et puis Jean-Guillaume Béatrix en 2014, 14e du sprint et 3e de la poursuite. Eh ouais, on peut toujours récupérer son retard. Pense à ça, si toi tu as 10 points de retard après le bac de français, ne redouble pas, tu peux encore t'en sortir. Parcours 12 km 500 pour les hommes et 10 km pour les filles, 4 passages sur le pas de tir, 2 tirs couchés, 2 tirs debout, vous en avez l'habitude. On arrive sur le pas de tir selon le classement à l'entrée du pas de tir. Du côté des pénalités en cas d'échec sur les tirs, tour de pénalité sur la note pénalité, 150 mètres, 25 secondes. Moins difficile de remporter une poursuite si on fait un 19 sur 20 que remporter un sprint en ayant fait un 9 sur 10. Le premier arrivé est vainqueur de l'épreuve. Les femmes feront cette épreuve le dimanche 10 mars à 13h45
Et les garçons, ça sera un peu plus tard dans l'après-midi, à 16h30. On passe maintenant à la mass start, qui est apparue lors des championnats du monde en 1999. Alors si t'es pas bon en anglais, mass start, ça veut dire départ groupé. Donc tout le monde démarre en même temps cette épreuve. On prend en Coupe du Monde les 30 premiers du classement général. Lors des championnats du monde, c'est un peu différent. On prendra tous les médaillés et ceux qui ont le mieux performé lors de la compétition. Parcours 15 km pour les hommes, 12 km 500 pour les femmes. C'est donc la deuxième épreuve la plus longue de ces championnats du monde. 4 passages sur le pas de tir, vous avez l'habitude, 2 couchés, 2 debout. Premier tir, le positionnement sur le pas de tir se fait selon le numéro de dossard. Donc même si vous arrivez premier au niveau du pas de tir, mais que vous aviez le dossard 25, vous devez vous positionner à l'emplacement numéro 25. Et ensuite, sur les 3 tirs suivants, ça se fait selon le classement, comme lors de la poursuite à l'entrée du pas de tir. C'est l'épreuve la plus spectaculaire de ces championnats du monde. Tout le monde démarre en même temps, on a donc tout le temps un peloton. Et souvent, ça se joue à la photo finish, à l'arrivée. Et comme lors de la poursuite, le premier arrivé est le vainqueur de cette épreuve. Pour les femmes, cette épreuve se déroulera le dimanche 17 mars à 13h15. Et pour les hommes, ça sera le même jour, mais un peu plus tard dans l'après-midi, là encore, à 16h. Ça sera la dernière épreuve de ces championnats du monde. Autant dire que ça peut permettre aux concurrents qui n'ont pas été très performants de tenter de remporter une dernière médaille. Alors, pour les relais, on a des choses en commun sur toutes ces courses. Le premier arrivé est le vainqueur. On démarre toujours en paquet. Et pour passer un relais, il suffit de taper dans la main ou dans le dos de son coéquipier dans une zone délimitée. On n'a pas le droit de le faire hors zone, sinon c'est comme en athlétisme, on est disqualifié. On commence par le relais homme ou le relais femme qui a débuté pour les garçons au championnat du monde de 1966 dans sa forme actuelle. Chaque équipe est composée de 4 relayeurs. Le parcours pour les garçons, c'est 4 fois 7 km 500 et pour les filles, c'est 4 fois 6 km. 2 passages sur le pas de tir pour chaque concurrent, un tir couché, un tir debout. Et en cas d'échec, la réglementation change légèrement pour ce relais. On a le droit d'utiliser 3 balles de pioche. Chaque relayeur a 3 balles de pioche pour les 2 tirs. Si vous utilisez vos 3 balles de pioche lors du premier tir, vous n'en avez plus aucune lors du tir debout qui vient après. Donc vous avez 8 balles pour éliminer 5 cibles. Et si vous utilisez vos 8 balles et qu'il y a encore une cible qui n'a pas été touchée, et bien dans ce cas-là, vous faites un tour de pénalité. Alors, faut pas croire que c'est simple, les balles de pioche. Parce qu'en fait, vous mettez les douilles une à une dans la carabine. Autant te dire qu'avec des gants ou des moufles, essaye de prendre un objet de cette taille-là et de le mettre correctement dans un chargeur de carabine. C'est un petit peu compliqué, tu perds en moyenne 15 à 20 secondes. Du côté des femmes, ça sera donc du côté des femmes et des garçons, l'épreuve aura lieu samedi. Pour les femmes, 13h15, pour les garçons, 16h30. Ça dure environ 1 heure, en durée totale un peu plus d'1 heure, 1 heure, 1 heure et quart. On passe maintenant au relais mixte, qui est au championnat du monde depuis 2005, vraiment intégré au programme depuis 2007 sous sa forme actuelle. 4 relayeurs comme dans les relais classiques par sexe. Les 2 premiers relais sont faits par les filles. Donc toutes les filles elles démarrent ensemble. On n'a pas des filles face aux garçons, comme en natation par exemple. Et les 2 derniers relais sont faits par des garçons. C'est donc un relais 2 fois 6 km, 2 fois 7 km 500. Pour le tir, même règle que lors de l'épreuve précédente. Et donc le premier qui arrive sur la ligne d'arrivée a gagné. Vous en avez maintenant l'habitude. Ce relais mixte, c'est l'épreuve que vous avez vue hier. Donc vous pouvez encore la regarder en replay sur le site de l'équipe si vous aimez le lecteur Dailymotion. On passe maintenant à l'épreuve la plus jeune des championnats du monde. Elle a 4 ou 5 ans. C'est le single mixte. Alors, pour toi qui es mauvais en anglais,
single mix. En traduction, c'est le relais mixte simple. Au lieu d'avoir 4 concurrents, on n'en a plus que 2. Une fille et un garçon. La fille fait le premier relais, un relais de 6 km. Elle passe ensuite le relais au garçon, qui fait son relais de 7 km 5. Puis le garçon redonne le relais à la fille, qui refait un relais de 6 km. Et le garçon termine avec un relais de 7 km 500. À chaque passage, on a 2 tirs, un couché, un debout. Et au lieu d'avoir des balles de pioche, là, on passe direct aux anneaux de pénalité. Autant dire qu'il ne faut pas se rater. L'épreuve aura lieu le 14 mars, c'est-à-dire jeudi prochain, à 17h10. Les stars un petit peu du biathlon moderne. Alors, nous avons Martin Fourcade, 5 titres olympiques pour le français, puis de multiples médailles. C'est le sportif français qui a le plus de médailles aux Jeux olympiques d'hiver. Nous avons également Quentin Fillon-Maillet, on peut le mettre parmi les favoris pour ces championnats du monde. Il a remporté une épreuve de Coupe du Monde cette année. Nous avons également les Norvégiens Johannes Bø, qui est le leader de la Coupe du Monde et qui a battu régulièrement cette saison Martin Fourcade, et Tarjei Bø, son frère, plus âgé, un peu moins rapide sur les skis, mais qui est très bon tireur. Du côté des filles, alors certaines ont eu des temps forts et des temps un peu moins forts cet hiver, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de leader en équipe de France comme Martin Fourcade. Mais on aura Anaïs Chevalier, qui a déjà fait de bonnes performances en Coupe du Monde, Anaïs Bescon, 3 médailles lors des derniers Jeux Olympiques, Julia Simon, qui a fait également des bonnes performances, ou Justine Brezaz, qui a déjà gagné des Coupes du Monde. Les favorites étrangères, Kaisa Makarainen, multiple championne du monde, la finlandaise, et puis les italiennes, Dorothea Virer, plutôt très performante cette année sur la Coupe du Monde, et puis la jeune Lisa Vitozzi. La question que beaucoup de néophytes se posent, pourquoi le biathlon c'est dur? C'est vrai que souvent vous voyez les coureurs à l'arrivée qui sont complètement crevés. Ça c'est normal, ils font du ski de fond. Il faut savoir que le ski de fond, c'est l'épreuve qui demande le plus de VO2 max, c'est-à-dire qui demande le plus d'oxygène au niveau du cœur. Ça demande les meilleures valeurs en oxygène et au niveau rythme cardiaque. Ce qui fait que vous êtes tout le temps à fond au niveau du rythme cardiaque parce qu'il faut toujours réaccélérer, redonner du rythme au niveau du ski, dans les pentes. Vous pouvez que vous reposer dans les descentes en ski de fond. C'est dur le biathlon parce que ça mélange 2 disciplines qui sont pour moi contradictoires. Nous avons d'un côté le ski de fond, très dur au niveau cardiaque, ce qui fait que la respiration est difficile dans cette discipline. Ça demande beaucoup d'énergie. Et puis le tir qui demande du calme, de bloquer sa respiration pour pouvoir réaliser le meilleur tir possible et être le plus proche du centre de la cible. Autant te dire que là, ça ne va pas vraiment ensemble. Pourquoi c'est bien le biathlon à regarder? Déjà, c'est l'une des disciplines qui, je pense, est le mieux filmée au niveau des sports d'hiver. Très clairement, quand tu regardes du biathlon, tu comprends tout assez vite. Tu comprends qu'au niveau de la course, tu vois les temps intermédiaires, tu vois qui est en tête. Tu vois au niveau du tir, si le concurrent a raté ou non une cible et s'il doit faire des tours de pénalité. Puis tu as des temps intermédiaires un peu partout. Donc c'est très bien filmé. La deuxième chose qui est bien, c'est les formats d'épreuves. La poursuite, la mass start, c'est fait pour amener du spectacle, c'est fait pour vraiment avoir le maximum de spectacle possible. Et puis, le fait d'avoir les tirs, le fait d'avoir des pénalités, ça aide également à rapprocher les pelotons pour éviter d'avoir un concurrent qui domine totalement la course. C'est extrêmement rare qu'un concurrent colle 3 minutes à tout le peloton. C'est quasiment impossible. Et puis, il n'y a aucune épreuve qui est similaire parce qu'on est dans des endroits de Coupe du Monde, dans des lieux qui sont très différents. Cette année, aux États-Unis, il faisait moins 25, alors qu'à Polyuka, il faisait une dizaine de degrés. Donc, ça change la neige qui est différente et qui est donc plus ou moins difficile selon les sites sur les sites où vous avez la Coupe du Monde. Et puis Östersund, c'est également très particulier parce qu'on est tout au nord de la Suède. On est très au nord au niveau de la Suède, au niveau de la partie habitée de la Suède. Et donc c'est un parcours où souvent la neige est de très bonne qualité, même au mois de mars.
Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que maintenant vous connaissez tout sur le biathlon, que vous regarderez la suite de ces championnats du monde. Alors, sur la chaîne, on aura plein de sports, là encore, dans les jours à venir. Il y a le match de Manchester face à Paris, où on aura un débrief. Je ne sais pas si ce débrief arrivera avant ou après cette vidéo. On essaiera de savoir. J'essaierai de comprendre, est-ce que le PSG est oui ou non une équipe qui peut s'imposer au niveau européen après ce huitième de finale aller-retour face à Manchester. Et puis, vous aurez les vidéos sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Et puis, on parlera également de la Moto Grand Prix. On reviendra. Je pense que j'aurai pas le temps de faire une vidéo de présentation du Grand Prix de Losail, mais on reviendra sur ce Grand Prix en Moto Grand Prix, Moto 1, Moto 2. Et puis, il y aura la vidéo de présentation également du Grand Prix d'Australie en F1 et les débriefs du Paris-Nice, Tirreno et certainement de Milan-San Remo. Donc voilà, le programme est chargé dans la semaine à venir. J'espère que vous avez passé un beau moment devant cette vidéo. Ciao, à la prochaine!